Pourquoi les banques s'intéressent de plus en plus à la clientèle haut de gamme? Pourquoi les caisses d'épargne viennent de lancer il y a quelques mois une offre de banque privée? Qu'est-ce qu'un client privé? Quels services attend-il et quelles sont les conséquences sur le secteur bancaire? On en parle avec Farzin Fazel. Bonjour Farzin. Bonjour Tobin. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode Ravi d'être là. des décideurs de la finance. On rappelle que vous êtes un spécialiste de ce monde bancaire que vous accompagnez au quotidien. Sur ce sujet de la banque privée, on commence par une définition, comme souvent. Quelle est la vôtre? Je pense que la banque privée, c'est une question de segmentation de clients. Lorsque on regarde un petit peu comment les clients sont répartis par rapport à l'offre bancaire, vous allez avoir la banque de détail, qui est un petit peu la banque de tout le monde, vous et moi. Nous avons besoin d'un certain nombre de produits. Vous allez avoir la banque corporate, la banque entreprise. Et vous allez avoir une clientèle avec un niveau d'avoir et de gestion de portefeuille qui nécessite des produits très particuliers. Disons qu'à peu près, il n'y a pas une définition exacte, ça dépend des banques, mais lorsque vous avez de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions, voire au-delà d'euros d'avoir dans une banque ou dans plusieurs banques, vous êtes considéré comme étant un client de banque privée. Alors, je reviens à cette thématique de cette banque de détail qui va vers la banque privée. Pourquoi la banque du coin de la rue s'intéresse-t-elle à Liliane Bettencourt tout d'un coup? Je pense qu'il n'y a pas que Liliane Bettencourt. Je pense qu'il y a le développement de l'activité sur ces 10 ou 15 dernières années. On aime ou on n'aime pas, la mondialisation, la mobilité des personnes, la création de richesses dans le monde a fait que il y a de plus en plus de personnes, d'ailleurs de plus en plus jeunes, qui nécessitent des services financiers plus sophistiqués, qui sont beaucoup plus au fait des produits financiers. Et donc, ça nécessite de l'autre côté, pour les acteurs bancaires, d'être capables d'offrir ces produits et services, d'où l'émergence de cette offre de banque privée, qui a toujours existé, mais qui devient de plus en plus, je dirais, connue et dans le grand public. Pourtant, on ne s'improvise pas marque de luxe, ce sont des codes particuliers, un personnel formé, une clientèle avec d'autres aussi exigences. Est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Tout le monde peut... Non, c'est pas une question de est-ce que tout le monde peut s'y mettre. Pour prendre l'analogie avec le secteur aérien, vous allez avoir des sociétés qui, au sein du même groupe, vont avoir des offres low cost et des offres premium en classe affaires, en première et autres. Donc aujourd'hui, la plupart des grandes banques de réseau ont ces offres de banque privée. Et en parallèle, vous avez aussi des acteurs qui sont spécialisés et qui ne font que ça. Que ce soit pour les uns ou pour les autres, comme vous disiez, c'est une gamme de produits. C'est une approche par rapport à la clientèle qui est plus personnalisée. C'est des chargés de clientèle et de suivi qui est plus personnalisé, même si de plus en plus on trouve aujourd'hui l'offre digitale aussi dans le monde de la banque privée. C'est-à-dire que quand je disais que ces clients devenaient de plus en plus jeunes, ils avaient plus l'habitude d'accéder à leurs produits financiers à travers des mobiles et des tablettes que d'aller dans une agence. Et c'est peut-être aussi cette révolution digitale, technologique qui ouvre le jeu à nouveau, puisque finalement on n'est plus obligé d'avoir une adresse prestigieuse avec du marbre de Carrare. Une belle technologie permet peut-être aussi de séduire cette nouvelle Totalement. clientèle. Je crois que l'outil technologique va être clé. Sans avoir une belle adresse prestigieuse et le marbre de Carrare, je pense quand même qu'il y a encore dans le monde de la banque privée, comme d'ailleurs ailleurs, la notion de présence physique compte toujours. Mais clairement, ça ne suffit pas. Avoir des beaux bureaux ne peut pas remplacer l'offre de produits et de services, et notamment services technologiques, pour attirer et garder ses clients. Alors justement, quelles sont ces offres qui intéressent cette clientèle privée? Qu'est-ce qu'un client privé attend de son banquier? Ça peut aller des produits les plus simples, que ce soit des produits d'épargne ou des moyens de paiement, mais avec une déclinaison plus sophistiquée. Là, souvent, ces gens sont mobiles, donc ils veulent pouvoir, par exemple, avoir des cartes de crédit en plusieurs devises, être capables d'avoir des produits d'épargne qui soient basés sur des actifs un peu plus sophistiqués, jusqu'à des produits plus complexes. Parce que cette clientèle-là aspire parfois à des rendements, est prêt à prendre des risques. Et donc, c'est vraiment cette notion d'être capable d'avoir des produits très, très
bien ciblé et défini et sur mesure par rapport à ce type de clientèle qui fait la distinction. Quand vous regardez les très grands que sont les banques suisses ou certaines grandes banques anglo-saxonnes, et voire même d'ailleurs les Français n'ont pas à rougir sur ce segment, et la plupart, surtout depuis la crise financière, ont ouvert leur palette de produits financiers et ont complété la palette par des produits plus sophistiqués. Quelle recommandation fait le spécialiste que vous êtes de ce monde bancaire à une banque de détail qui veut conquérir davantage de clientèle privée? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle marque, un nouveau réseau d'agences? Je pense que la marque n'est pas primordiale. Je pense que c'est surtout l'offre. Alors derrière, cette offre peut être, si je peux me permettre, encapsulée dans une marque différente. Mais c'est d'abord l'offre et l'approche par rapport à ses clients. On revenait sur la qualité des chargés de clientèle, de l'offre technologique, du positionnement sur ce segment. C'est surtout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'acteurs qui souhaitent rentrer dans ce marché. La plupart ont déjà des offres existantes. Les grandes banques de réseau essayent de peaufiner ça, donner plus de moyens, notamment technologiques, mais aussi des moyens humains. Certains, effectivement, comme vous le dites, ont décliné ça dans une marque différente, mais souvent parce que cette marque existait déjà au sein de groupes et ça permettait un petit peu de distinguer cette offre par rapport à l'offre classique. Et comment réagissent les acteurs, les pure players, qui sont historiques de la banque privée face à cette nouvelle concurrence des banques de détail? Je pense que ce qui s'est passé, surtout depuis la crise de 2008, enfin ce que moi j'appelle plutôt une rupture industrielle, parce que ce n'était pas une crise, et une plus grande transparence dans les offres de produits et services financiers. Aujourd'hui, la notion de banque privée avait toujours une connotation privée, un peu derrière des rideaux, un peu caché. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pure player, comme vous dites. Par exemple, pour prendre quelques exemples, certaines grandes banques suisses comme UBS ou Crédit Suisse ou d'autres anglo-saxons, en fait, essayent d'élargir leur gamme de produits, voire même de se concentrer sur cette clientèle qu'ils avaient délaissée, ces pure players, il y a quelques années, à la belle époque, je dirais, des activités de marché, avaient délaissé un petit peu cette clientèle et c'était... Ils faisaient du trading, en fait. Ils faisaient du trading, et puis ils se sont rendus compte que voilà, ils étaient peut-être meilleurs dans leur métier de base que de faire du trading. Donc beaucoup sont sortis plutôt des activités de marché pour se reconcentrer sur des activités de banque privée. Et servir son client, c'est jamais mauvais. On finit peut-être par un mot sur ce que vous observez à l'étranger. Est-ce qu'il y a cette même tendance que celle qu'on observe en France, justement, de remonter en gamme? Clairement, je pense que c'est le fruit de la mondialisation qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, il y a une mobilité des acteurs économiques, et de plus en plus jeunes, qui peuvent commencer leur vie professionnelle sur un continent, continuer sur un autre, créer des entreprises en Europe pour ensuite les développer en Asie, rebondir et aller chercher des capitaux aux États-Unis. Et donc, il faut les suivre. Donc, il faut les suivre. Donc, aujourd'hui, cette offre est très présente, clairement en Europe, parce que c'est un petit peu le vivier historique. On voit que les acteurs européens se positionnent notamment sur le marché asiatique, de par la création de richesses et l'appétit de cette clientèle pour ce type de produit. Mais il y a aussi des acteurs locaux, des banques à Hong Kong, Singapour, voire en Chine, qui aujourd'hui donnent ce type de produits et services. Et les Américains l'ont toujours eu, et leur clientèle est plus captive, je dirais, sur le continent américain. Bon, donc voilà, un monde en ébullition qui va continuer sans doute à se développer. Tout le monde veut aller sur ce segment du luxe où il y a des marges plus confortables. Merci Farzine de nous avoir éclairé sur ce sujet. À très bientôt. Merci Thomas.